Bonjour, on va commencer aujourd'hui notre révision pour le concours du bac. La première étape de notre révision serait consacrée à la partie langue. Et cette partie, on va la réviser à travers les questions, à travers les exercices déjà proposés dans les concours. J'ai choisi les concours qui datent de 2008 jusqu'à 2016. Il y a des exercices qui ont été proposés aussi dans la session principale, mais aussi il y a d'autres exercices qui ont été posés et proposés dans la session du contrôle. Commençons par la première épreuve, c'est l'épreuve de l'année qui date de l'année 2008. Donc, nos discussions étaient sans fin, nos conversations toujours renaissantes. Nous passons une partie des nuits à chercher à travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on vous demande pour le petit a de cette première question? On vous demande quel lien logique unit ces deux phrases. Lorsqu'on parle de lien logique, on parle aussi de rapport logique. Le rapport, les différents rapports logiques déjà vus, on a vu la cause, la conséquence, le but, la concession, l'opposition, l'hypothèse, etc. Donc, on vous demande de définir le lien logique ou le rapport logique qui unit ces deux phrases. Essayons de délimiter ces deux phrases. Donc, nos discussions étaient sans fin, nos conversations toujours renaissantes. C'est la première phrase. Nous passons une partie des nuits à chercher et à travailler ensemble. Donc, c'est la première phrase et celle-là, c'est la deuxième. Pour chercher le rapport logique, essayons de voir quel lien y a-t-il entre ces deux phrases. Nos discussions étaient sans fin, nos conversations toujours renaissantes. Quelle en serait la conséquence? C'est que nous passons une partie des nuits à chercher à travailler ensemble. Donc, il y a une certaine complémentarité entre les deux personnes. Donc, le rapport ici, dans la deuxième phrase, c'est la conséquence. Mais, est-il possible de dire aussi que le rapport est la cause? Bien sûr que oui. Nous passons une partie des nuits à chercher et à travailler ensemble. Pourquoi? Parce que nos discussions étaient sans fin, etc. Donc, cette première phrase, c'est la cause. Donc, pour répondre à cette première partie de la question, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on va dire le rapport ou bien le lien logique qui unit ces deux phrases est soit la cause, soit la conséquence. On ne va pas dire les deux ensemble. On ne va pas dire le rapport logique qui unit ces deux phrases est la cause-conséquence. Le rapport logique qui unit ces deux phrases est la cause. Ou bien, le rapport logique qui unit ces deux phrases est la conséquence. Non pas les deux. Le correcteur n'a pas à choisir entre deux bonnes réponses ou une seule bonne réponse, etc. Donc, la réponse doit être claire et précise. On vous demande un seul lien logique. Lorsque vous dites cause-conséquence, ce sont deux liens logiques que
vous énumérer. Donc, on répond comme suit. Donc, le lien logique qui unit ces deux phrases est la cause ou le lien logique qui unit ces deux phrases est la conséquence. Donc, comme vous voyez, j'ai bien mentionné ou, c'est-à-dire on ne doit pas mettre les deux réponses, c'est l'une ou l'autre. Les deux sont corrects. Maintenant, est-ce qu'on peut poser, pour s'élargir un peu, est-ce qu'on peut poser la question autrement? Bien sûr que oui. Au lieu de vous dire quel lien logique unit ces deux phrases, ou bien quel rapport logique unit ces deux phrases, on peut vous poser la question suivante. Quel lien ou quel rapport implicite est exprimé dans ces deux phrases? Qu'est-ce qu'un rapport implicite? Un rapport logique implicite, c'est un rapport qui est exprimé indirectement sans le recours à un outil grammatical. Pour exprimer la cause, par exemple, je dois avoir des outils grammaticaux qui introduisent la subordonnée, parce que, puisque, etc. Mais, lorsque le lien logique est implicite, on ne va pas trouver ces liens grammaticaux. Passons maintenant à la deuxième partie de la question. Réécrivez-les de manière à obtenir une subordonnée exprimant le même rapport logique. Pour ne pas vous induire en erreur, pour ne pas répondre à des questions qui n'ont pas été posées, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez souligner les mots clés de la question. Qu'est-ce qu'on vous demande dans cette question? On vous demande de réécrire. Réécrire, c'est écrire à nouveau, d'une autre manière, en y introduisant certaines transformations. Donc, réécrivez-les de manière à obtenir quoi? Une subordonnée. On doit avoir une proposition subordonnée, c'est-à-dire une phrase complexe. Du moment où on parle de proposition subordonnée, on parle de phrase complexe. Exprimant le même rapport logique. C'est-à-dire, si j'ai répondu à petit a, le rapport logique qui unit ou le lien logique qui unit ces deux phrases est la cause, automatiquement dans la phrase B, je dois introduire une subordonnée de cause. Si j'ai répondu que le lien logique est la conséquence, automatiquement dans le petit b, je dois introduire une subordonnée de conséquence. Donc il doit y avoir une cohérence entre la réponse A et la réponse B. Je ne peux pas répondre c'est la cause et introduire une subordonnée
de conséquence, par exemple. Donc, essayons de transformer. On va transformer en premier lieu la cause. On va établir un rapport de cause. Allez, essayons de revoir la phrase. Donc, nous passons du moment où on va exprimer un rapport de cause. Nous passons une partie des nuits à chercher à travailler ensemble. C'est la conséquence. Donc, ça va être notre proposition principale. Donc, nous passons des nuits à chercher à travailler. Oui, à travailler ensemble. Donc, cette partie de la phrase, c'est la proposition principale. Oui. Maintenant, passons à la subordonnée. On va introduire une subordonnée de cause. Donc, nos discussions étaient sans fin, nos conversations toujours renaissantes. C'est notre subordonnée de cause. La question que je vous pose, comment introduit-on une subordonnée de cause? Quel outil grammatical nous permet-il d'introduire la subordonnée? Quel outil grammatical allons-nous employer pour avoir une subordonnée de cause? On peut avoir recours à divers moyens. Je peux employer parce que, puisque, étant donné que, vu que, et. Donc, essayons de transformer. Donc, nos discussions étaient sans fin. Parce que nos discussions étaient sans fin. Ouais. Nos conversations toujours renaissantes. Relisons la phrase. Nous passons des nuits à chercher à travailler ensemble parce que nos discussions étaient sans fin, nos conversations toujours renaissantes. Donc, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de cause. Maintenant, petit 2, on va transformer de manière à avoir un rapport de conséquences. Revenons à notre phrase. Allez. Comment transforme-t-on une phrase là où il y a une subordonnée de cause en une phrase là où il y a une subordonnée de conséquence? Tout simplement, cette proposition principale qui exprime en réalité la
conséquence, on va inverser l'ordre des propositions. La proposition principale va devenir la proposition subordonnée et la subordonnée de cause va devenir la proposition principale. Essayons de voir avant tout donc, transformons cette phrase donc, nos conversations c'est ça? Non. Nos discussions étaient sans fin. Nos conversations toujours renaissante. Vous voyez que cette phrase qui exprimait la cause, elle est devenue la proposition principale qui exprime la cause. Maintenant, on va introduire la subordonnée de conséquence. Quel outil grammatical nous permet-il d'introduire les subordonnées de conséquence? On peut employer si bien que, de façon que, de sorte que, de manière que, au point que, bien sûr, plus le mode indicatif. Donc, nos discussions étaient sans fin, nos conversations toujours renaissantes. Pardon. Nos conversations toujours renaissantes, si bien que, essayons de voir le début de la phrase. Si bien que nous passons des nuits à chercher, à travailler ensemble. Si bien que nous passons des nuits à travailler, à chercher ensemble. Comme vous le remarquez, la proposition principale est devenue proposition subordonnée circonstancielle de conséquence introduite par si bien que.
si bien que je peux la remplacer par au point que, aussi, de sorte que, etc. Revenons maintenant à la première phrase. Là où on a travaillé la cause. Et je vous pose la question suivante. Au lieu d'employer parce que, est-ce qu'on peut employer car pour introduire la subordonnée de cause? D'après vous, on le peut ou on ne le peut pas? Bien sûr que non. On ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que car, c'est une conjonction de coordination. Elle coordonne, elle permet de coordonner, de relier deux indépendantes. Alors que nous, dans la question, qu'est-ce qu'on vous demande? Réécrivez de manière à obtenir une subordonnée. Donc, s'il vous plaît, car n'introduit pas une subordonnée de cause, mais elle permet de coordonner deux indépendantes dont l'une exprime la cause. Donc, il ne faut surtout pas oublier employer car lorsqu'on vous demande d'avoir une subordonnée de cause. Bien sûr, à la place de parce que, on peut employer puisque, vu que, etc. Maintenant, passons à la deuxième épreuve. C'est l'épreuve de 2009, pardon. Je cite les auteurs en vrac et j'en oublie autant. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande pour cette question? Réécrivez cette phrase au discours indirect en la commençant ainsi. Donc, la question, c'est autour du discours indirect. Un petit rappel. Déjà, notre phrase, elle est... Pardon? La phrase proposée, elle est au discours direct. Qu'est-ce qui le montre? On a les guillemets, l'ouverture et la fermeture des guillemets, le point, etc. On vous demande de réécrire cette phrase au discours direct en la commençant ainsi. La narratrice a précisé que. Et là, on doit faire appel à ce qu'on a vu en classe. Lorsque le verbe introducteur est au passé, que doit-on faire? Et lorsque le verbe introducteur est au présent ou au futur, que doit-on faire? Comment devons-nous transformer notre phrase? Donc, notre verbe introducteur a précisé. C'est un verbe introducteur qui est au passé. La règle dit, si le verbe introducteur est au passé, tout ce qui est à l'intérieur de la réplique, on le transforme. Lorsqu'on dit tout ce qui est à l'intérieur de la réplique, c'est-à-dire, donc, verbe introducteur au passé, on transforme qu'est-ce qu'on transforme? Le temps du verbe de la réplique. Essayons de voir le temps du verbe de la réplique. La réplique, c'est ce qui est entre guillemets.
Où est le verbe? Je cite les auteurs en vrac et j'en oublie. C'est quel temps? Je cite et oublie. C'est le présent. Pareil pour le verbe oublier qui est au présent. Le présent au discours indirect, on le transforme pour obtenir l'imparfait. Qu'est-ce qu'on transforme aussi? Les pronoms. Et s'il y en a, les adverbes de temps et de lieu. Essayons de voir, nous, qu'est-ce qu'on a? On a deux verbes qui sont au présent et on a les pronoms personnels je. Notre verbe introducteur est au passé, peu importe le passé, passé composé, imparfait, plus que parfait, etc. Tous les temps relatifs au passé. Donc, lorsqu'on transforme, on doit tenir compte de ce verbe. Lequel? Le voilà. Le verbe introducteur. On doit faire attention au ton de ce verbe. Si le verbe introducteur est au passé, comme le cas pour cette phrase, donc on doit tout transformer. Si le verbe introducteur est au présent, qu'est-ce qu'on fait? On garde les mêmes indications de temps et de lieu, les mêmes adverbes de temps et de lieu. On garde le même temps verbal du verbe de la réplique et on change seulement le pronom. On va travailler cette phrase et puis on va essayer de retravailler la même phrase mais en mettant le verbe introducteur au présent pour que vous voyez la différence. Donc, transformons. La narratrice a précisé que qui parle ici? C'est la narratrice qui parle d'elle-même. Elle dit « je ». Maintenant, c'est moi qui vais parler d'elle. Donc, qu'est-ce qu'on dit? La narratrice a précisé que quoi? Qu'elle. Pourquoi elle? Parce que c'est moi qui rapporte les paroles, qui redit les paroles de la narratrice. Qu'elle. Si c'est le présent, on le transforme à l'imparfait. Qu'elle citait les auteurs en vrac. Attention, on a la coordination et qui montre qu'on doit commencer une nouvelle subordonnée. Qu'elle citait les auteurs en vrac et qu'elle en oublie, c'est le présent, l'imparfait, qu'elle en oublie. Pardon. Autant. Et on n'oublie pas le point à la fin de la phrase. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? Citer, oublier.
c'est l'imparfait. On a transformé les pronoms personnels et la coordination, on a ajouté une deuxième conjonction de subordination que on va travailler la même phrase, mais en mettant le verbe introducteur au présent. Donc, la narratrice précise, c'est le présent, précise qu'elle cite, je garde le présent. Pourquoi? Parce que mon verbe introducteur est au présent. Qu'elle cite les auteurs en vrac et qu'elle en oublie autant. Bien sûr, on ne vous a pas demandé de transformer la phrase en mettant le verbe introducteur au présent. Mais je l'ai transformé pour vous montrer la différence entre le verbe introducteur qui est au présent et celui qui est au passé. Pour la première phrase, la question posée, on vous a demandé de transformer en mettant le verbe introducteur au passé. Donc, notre verbe introducteur au passé, on change les pronoms, on change les temps verbaux et bien sûr, s'il y en a, on change les adverbes de temps et de lieu. Maintenant, précise, j'ai transformé la phrase, mais maintenant, en mettant le verbe introducteur au présent. Qu'est-ce que vous remarquez? On a changé les pronoms. Seulement, les verbes de la réplique sont restés au présent. Je rappelle la règle. Si le verbe introducteur est au présent, on ne change rien à l'intérieur de la réplique, sauf les pronoms. Lorsque le verbe introducteur est au passé, on change tout ce qui est à l'intérieur de la réplique, c'est-à-dire les pronoms, les adverbes de temps et de lieu, ainsi que la conjugaison des verbes de la réplique. Passons maintenant à la deuxième question. Même au plus profond de sa lecture, il nous regardait par-dessus les lignes. On vous demande, petit a, quel est le rapport logique exprimé? Et la question de rapport logique revient encore une fois. La phrase qu'on a, est-elle, la phrase proposée, est-elle une phrase simple ou une phrase complexe? Bien sûr, c'est une phrase simple, puisqu'il n'y a qu'un verbe conjugué à un mode personnel. Donc, on va préciser le rapport logique à travers cette phrase, même au plus profond de sa lecture. Pardon. Même au plus profond de sa lecture, c'est un complément circonstanciel qu'on trouve dans les phrases simples. Essayons de comprendre cette phrase. Même au plus profond de sa lecture, même en étant débordé absorbé par sa lecture,
Il nous regardait par-dessus les lignes. Donc ici, le rapport logique exprimé, c'est un rapport d'opposition ou on peut accepter de concession. Donc, le rapport exprimé dans cette phrase est un rapport de position ou de concession. Passons à petit b. Réécrivez la phrase en exprimant le même rapport logique d'une autre manière. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande toujours de réécrire la phrase en exprimant le même rapport logique, garder le même rapport logique, mais en l'introduisant d'une autre manière. Par quel moyen pouvons-nous introduire la concession? Par bien que ou quoique. Allez. Essayons de voir la phrase. Oui, la voilà. Même au plus profond de sa lecture. Ici, on doit faire intervenir quelques transformations. Même au plus profond de sa lecture, c'est-à-dire il est absorbé par sa lecture. Pour introduire la concession, on peut dire bien qu'il soit absorbé par sa lecture. Oui, il nous regardait par-dessus les lignes, je pense. Oui, il nous regardait par bien sûr, à la place de bien que, je peux mettre quoique. Je peux avoir une autre possibilité, bien qu'absorbé par ses lectures, il nous regardait par et qu'est-ce qu'on a? On a une subordonnée circonstancielle de concession. Passons
lorsque vous trouvez une toute petite remarque, lorsque vous trouvez dans la même série un deuxième numéro 1 ou 2, etc. C'est-à-dire, on est passé à la session de contrôle. On est passé aux exercices proposés à la session de contrôle. Par exemple, on a déjà vu, voilà, on a déjà vu l'exercice 1, pardon, l'exercice 1 de l'épreuve 2009. Ce sont des exercices qui ont été proposés lors de la session principale. Exercice 1, A et B. Après, on passe à B et le deuxième 1, c'est relatif à un exercice qui a été proposé lors de la session de contrôle de 2009. Essayons de voir la question. Faute d'attentats terroristes, les grandes chaînes donnaient en ouverture une rébellion en Haïti. Qu'est-ce qu'on vous demande dans cette phrase? On vous demande de préciser toujours le rapport logique exprimé dans cette phrase. Je vous pose la question suivante. La phrase est-elle simple ou complexe? Bien sûr, c'est une phrase simple. Du moment où c'est une phrase simple, on va chercher donc le complément circonstanciel. Faute d'attentats terroristes, les grandes chaînes donnaient en ouverture une rébellion en Haïti. On a l'outil grammatical faute de. Donc, le complément circonstanciel, c'est faute d'attentats terroristes. Donc, essayons de voir la locution prépositive faute de introduit quel rapport logique? Bien sûr, elle introduit un rapport de cause. Et cette cause, c'est une cause négative. Donc, le rapport logique exprimé, bien sûr, c'est celui de la cause. La réponse serait donc le rapport logique exprimé dans cette phrase est un rapport de cause. Une toute petite remarque, s'il vous plaît. Essayez de rédiger vos réponses sous forme de phrases. Par exemple, pour cette question A, quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? Vous n'allez pas écrire A, la cause. C'est correct. Mais il vaut mieux rédiger sous forme de phrase. Répondre sous forme de phrase. Passons à la partie B de notre question. Réécrivez cette phrase en exprimant le même rapport logique
à l'aide d'une proposition subordonnée. Donc, voilà ce qu'on vous demande. On vous demande de réécrire en gardant le même rapport logique, mais au lieu d'avoir une phrase simple, vous devez avoir une phrase complexe. Du moment où on vous a dit une subordonnée, on vous demande de réécrire la phrase en la transformant en une phrase complexe. Revenons à notre phrase. Faute d'attentats terroristes, les grandes chaînes donnaient en ouverture une rébellion à Haïti. Cette phrase, c'est le complément circonstanciel de cause. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va transformer cette partie de la phrase. Le complément est au début. Je peux le garder en remplaçant faute de par un autre moyen grammatical qui introduit une subordonnée circonstancielle de cause. Comme quoi, par exemple? Bien, je peux employer comme, vu que, étant donné que. Je peux les employer puisque aussi, de manière à garder la subordonnée au début et elle est suivie de la principale. Donc, essayons de faire la transformation. Donc, faute d'attentat des terroristes, qu'est-ce qu'on peut dire? Comme quoi? Faute d'attentat terroriste. Faute de, c'est plus groupe nominal. Nous, dans la subordonnée, on a besoin de verbe. Faute d'attentat terroriste. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un attentat terroriste ou non? Bien sûr que non. Il n'y a pas. Vu qu'il n'y a pas d'attentat terroriste, les chaînes de télévision ont parlé d'une rébellion à Haïti. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Comme il n'y avait pas. Comme il n'y avait pas, je peux dire puisqu'il n'y avait pas, vu qu'il n'y avait pas, ou étant donné qu'il n'y avait pas d'attentat. Essayons de voir attentat. Ouais. D'attentat. Terroriste. Comme il n'y avait pas d'attentat terroriste. Oui. Les grandes chaînes, oui, voyons la phrase, donner en ouverture une rébellion en Haïti. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Voilà une subordonnée
Donc, proposition subordonnée circonstancielle de cause, là, qui est placée avant la proposition principale. Faites attention, en employant comme, puisque, vu que, étant donné que, je peux placer la subordonnée de cause avant la proposition principale. Mais en employant parce que, est-ce que je peux garder ce même ordre? Bien sûr que non. Il n'y a pas de réponse qui commence par parce que. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Les grandes chaînes donnaient en ouverture une rébellion en Haïti parce qu'il n'y avait pas d'attentat terroriste. Comme lorsqu'on emploie comme, par obligation, il est obligatoire que la subordonnée soit placée avant la principale. Sinon, avec puisque, vu que, étant donné que, la subordonnée peut être placée avant la principale ou après la principale. Passons maintenant à la deuxième partie de l'épreuve de contrôle de la session 2009. En quoi Haïti m'intéressait-il? Réécrivez cette phrase en la commençant ainsi. Le narrateur se demandait. On peut bien comprendre que cette phrase est au discours direct. Alors, quand nous demande de transformer au discours indirect, en la commençant par le narrateur se demander. Allez, revoyons ce qu'on a déjà vu. Se demander, c'est un verbe introducteur, qui est à quel temps? À l'imparfait, donc au passé. Rappelez-vous ce qu'on a déjà vu. Si le verbe introducteur est au passé, tout ce qui est à l'intérieur de la réplique est à transformer. Maintenant, essayons de voir avant tout notre réplique. En quoi Haïti m'intéressait-il? On a un point d'interrogation. Il s'agit donc d'une réplique interrogative. Par quel moyen l'interrogation est-elle introduite? Par le mot interrogatif en quoi? Que dit la règle? Lorsque la question est posée par un mot interrogatif, par exemple, quand, comment, pourquoi, combien, où, en quoi, etc. On garde le même mot interrogatif lorsqu'on passe au discours indirect. Mais qu'est-ce qu'on fait? Regardez cette phrase. M'intéressait-il? Qu'est-ce qu'on a? On a une inversion du sujet. Donc, en passant au discours indirect, je garde le même mot interrogatif en quoi et je supprime l'inversion du sujet. Essayons donc de transformer cette phrase. Le narrateur, oui, se demandait
Qu'est-ce qu'on a dit? On garde le même mot interrogatif. En quoi? Oui? Haïti. En quoi? Haïti. Oui? On a ici comme temps l'imparfait. Et le verbe conjugué, le verbe de la réplique, s'il est conjugué à l'imparfait au discours direct, comment on le transforme? On garde l'imparfait. Le présent se transforme à l'imparfait et l'imparfait reste imparfait. Donc le narrateur se demandait en quoi Haïti l'intérêt, c'est, on a gardé l'imparfait. On a gardé l'imparfait. Qu'est-ce qui manque à notre phrase? Elle n'est pas totalement correcte. Est-ce que dans une phrase transformée au discours indirect, dans une phrase interrogative transformée au discours indirect, est-ce qu'on doit placer un point d'interrogation? Bien sûr que non. On doit placer un point. Parce que la seule ponctuation valable au discours indirect, c'est le point. Le point d'exclamation, le point d'interrogation, les deux points, les tirets, les guillemets, on les supprime. Et on les remplace par le point pour obtenir une proposition subordonnée interrogative indirecte. Je vous remercie pour votre attention. Voilà cette première partie concernant la révision langue. Passons à la deuxième partie. Merci.